Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette, alors non pas petite vidéo étant donné qu'on va traiter de pas mal de jeux vidéo, oui c'est le sujet du jour, de toute façon la miniature ainsi que le titre et pas mal d'autres points sont assez visibles concernant le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous donner mon avis, alors en égayant un petit peu certains propos, puisque vous savez que sur cette chaîne YouTube cette année je vous ai fait pas mal de tests de jeux vidéo, que ce soit principalement des jeux consoles, mais il m'est arrivé de faire 2-3 jeux mobiles. Alors je parlerai pas des jeux mobiles dans cette vidéo, je vais parler vraiment essentiellement des jeux consoles que j'ai fait cette année. J'en ai fait à peu près une dizaine, un peu plus d'une dizaine. Ça a été une grosse année gaming pour moi, parce qu'une dizaine de jeux à faire dans l'année, vraiment finir, hein, pas genre juste jouer, les finir. Il y en a que deux que je mentionnerai aujourd'hui, que j'ai pas complètement fini, qu'il faut que je termine, ou tout du moins qu'il faut que je commence pour de vrai. Il y en aura un, surtout que voilà, je laisse un petit peu en suspens, puisque mon année de gaming est terminée, hein, ma grosse période gaming est enfin terminée, je vais pouvoir à nouveau vaquer à mes occupations, mais les tests que j'ai effectués sur cette chaîne étaient pas ouf, hein, je le dis clairement. En fait, je me contente simplement de record via la console ou via un émulateur. Mais sinon ça m'a permis de récupérer les gameplays et ces tests étaient effectués seulement sur les tout débuts de jeu, ce qui fait que c'est pas vraiment subjectif comme avis que j'ai pu avoir sur les jeux, et c'est mieux aujourd'hui de pouvoir égayer certains propos que j'ai pu avoir, notamment sur Infinity Strash, sur Naruto Storm Connection, etc. De pouvoir ajouter quelques trucs supplémentaires que j'ai pas pu dire parce que j'avais fait genre les 2 premières heures de jeu ou les 3 premières heures de jeu, ce qui n'était pas spécialement ouf pour effectuer un test. Il faut avoir au moins fini les scénarios principaux ou toute une connerie, ce que j'ai pu faire notamment sur Dragon Quest 11, dont on parlera tout à l'heure, où j'avais bel et bien fini le jeu quand j'ai tourné la vidéo. Donc c'était bien, et c'était en tout cas un petit peu plus subjectif, et c'était un test un peu plus complet. Mais je m'égare, donc je vous avoue que j'ai pas spécialement tout mis dans l'ordre, puisqu'il y en a beaucoup, et je me rappelle plus dans quelle période j'ai pu y jouer, surtout que je suis resté tranquillement à la maison le temps d'avoir un boulot pendant une petite période, notamment de la période de décembre à mars, puis de août à fin septembre, où j'ai repris le boulot depuis début octobre. Donc pendant cette petite période de transition, j'ai pu jouer à certains jeux et les finir, surtout le premier dont on va parler aujourd'hui, qui est d'ailleurs juste derrière moi, hein, parce que voilà, l'overlay vous donne déjà une idée des opus et des jeux de quels je vais parler dans cette vidéo. Et on va commencer par la première grosse sortie de l'année, le jeu attendu depuis 6 ans, oui. Ce jeu, je l'attendais depuis 6 ans. C'est pas comme si j'étais un fan hardcore de cette licence de jeux vidéo, que je vous avais fait un unboxing d'une statue très récemment de cette licence, que j'ai bon, là on les voit pas mais c'est caché, mais juste au-dessus là, j'ai des figurines, j'ai joué à tous les opus en 3D. Il s'agit évidemment de la licence The Legend of Zelda avec Tears of the Kingdom, qui, malgré ce que les critiques peuvent dire, et je comprends un petit peu que maintenant que Tears of the Kingdom est sorti, plus que sorti, puisqu'il est sorti au mois de mai ou mars, je sais plus, je crois non, au mois de mai il est sorti, hein, Tears of the Kingdom. Donc, qu'il ait un Breath of the Wild 2.0 ou bien un Breath of the Wild, enfin, plutôt fait passer Breath of the Wild comme une alpha. Et c'est vrai que ce Tears of the Kingdom est une prouesse technique, une prouesse d'optimisation. Et le jeu propose 1 milliard de fois de trucs en plus que Breath of the Wild. La carte est bien mieux, la carte est bien plus jolie. Il y a des trucs bien plus intéressants à visiter que Breath of the Wild, où vraiment on est lâché sur un truc, sur une carte déjà immense qui était déjà ouf, hein. Breath of the Wild quand il est sorti c'était déjà une révolution pour Nintendo. Alors, Nintendo n'avait jamais vraiment fait de monde ouvert à proprement parler et développé par eux-mêmes. C'était plus les éditeurs tiers qui faisaient ça chez les consoles Nintendo, qui ont toujours été en retrait techniquement parlant par rapport à leurs concurrents. Et c'est vrai que Tears of the Kingdom, quand il est sorti fini. Il est sorti optimisé et il tourne merveilleusement bien sur Switch, et ça prouve bien que le report a été nécessaire pour que le jeu sorte fini. Le jeu est fini, il n'est pas buggé, en tout cas pour un joueur lambda qui a une partie lambda, le jeu n'est pas buggé, le jeu il est ouf, l'histoire est 100 fois mieux que Breath of the Wild. De toute façon c'est pas compliqué, hein. J'ai envie de dire, Breath of the Wild a très peu d'histoire, voire pour ainsi dire quasiment aucune histoire. C'est vrai que Tears of the Kingdom,
te pousse à explorer un petit peu Hyrule pour comprendre, il y a des incohérences à droite à gauche, ça je pense que certains l'ont remarqué, et Nintendo a essayé de raccrocher le wagon, mais ça a été fait n'importe comment entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, mais j'ai passé un très bon moment, j'ai fait une quarantaine d'heures de jeu, ce qui est à peu près, il me semble, quand les gens ont fini, en tout cas les premiers gros joueurs ont fini le jeu, l'ont fini à peu près dans cette tranche d'horaire, en faisant vraiment en ligne droite, en faisant quelques trucs à côté, quelques sanctuaires pour avoir des cœurs, etc. Moi c'est ce que j'ai fait quelques sanctuaires à côté, donc il est vrai qu'une quarantaine d'heures pour finir un jeu comme Tears of the Kingdom, dont je n'ai pas tout, j'ai pas été chercher tout, j'ai fait vraiment toutes les quêtes principales de A à Z, et une quarantaine d'heures, je trouve que c'est pas trop mal. Il me semble que pour le finir à 100%, des joueurs ont pris à peu près 250 heures, c'est les chiffres que j'aime, et je peux me tromper, hein, mais vraiment en ligne droite, il me semble qu'en faisant vraiment une grosse session, et vraiment en ne s'arrêtant pas, ça prend à peu près entre 200 et 300 heures de jeu, ce qui est énorme pour finir un 100%, bon, outre les Korogu de mort. Mais bref, c'est un vrai plaisir de retrouver Link, Zelda, de clôturer définitivement cette aventure qui a été ce renouveau de la licence, et on espère que Nintendo fera de même pour un nouvel opus, mais qui sera radicalement différent de ce Tears of the Kingdom et de ce Breath of the Wild qui avait offert déjà des opportunités de gameplay, que ce soit par la technologie Sonao, le bras qui permet de fusionner, voilà, amalgame, etc. Bref, tous les pouvoirs étaient merveilleux, c'était ouf, c'est bien la première fois qu'on avait un jeu autant bac à sable, bon, qui a rebuté certains et qui a fait passer ce Tears of the Kingdom pour un mauvais Zelda, parce qu'il n'était pas vraiment un Zelda, de par toutes les possibilités qu'il a offert, et de la manière dont il casse la dynamique de tous les précédents opus, mais force est de constater que j'ai acheté le collector, c'est le premier collector que j'ai acheté de ma vie, et il y a très peu de chances que j'achète un autre collector d'un autre jeu que Zelda. Il y a de très grandes chances que ce jeu soit le GOTY de cette année 2023, et il y a de très grandes chances aussi que à la fin de cette vidéo je vous dise que oui, TOTK reste mon GOTY pour cette année. Le deuxième qui est arrivé, alors il y a pas eu, je l'ai pas acheté tout de suite puisqu'il est sorti au mois de octobre, le 20 octobre pour être plus précis, donc il y a un peu plus d'un mois, voire 2 mois, à la sortie de cette vidéo, oui, 2 mois, un peu plus de 2 mois. C'est Marvel Spider-Man 2, très attendu également, puisque ils avaient sorti entre les deux opus Miles Morales, que j'ai fait sur PlayStation 5, alors Spider-Man premier du nom, je l'ai fait sur PS4, je suis un gigantesque fan de Spider-Man, donc je ne pouvais pas ne pas me jeter sur cet opus-là de... alors je sais plus exact, c'est Insomniac Games, il me semble, c'est ça, hein, je me trompe pas, le nom me revient tout de suite dans l'esprit, parce que ce jeu a été une vraie réussite, hein, de toute façon, tout ce qui a trait à Spider-Man, j'adore, j'ai vu tous les films, alors je dis pas que je suis un fan hardcore à aller lire tous les comics, mais je m'y intéresse un petit peu, je ne lis pas tous les comics, mais je vois plusieurs vidéos qui parlent des Spider-Man de différentes terres, les films de Sony, les films d'animation, hein, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, et évidemment le prochain qui sera probablement le dernier de la trilogie des Spider-Verse 3D. Donc franchement, je les ai tous vus, j'ai adoré ces deux opus, ces 3 opus avec Miles qui sont très bien et qui se complètent, et puis ce Marvel Spider-Man 2 avec Venom et tout, c'est juste la... Alors, je vais pas dire la quintessence parce qu'il n'y a pas eu grand chose de nouveau, même si la carte est de plus en plus grande en fonction des opus. Je sais pas s'ils pourront faire mieux s'ils font un Spider-Man 3. Il y en aura un, de toute façon. Ceux qui auront fait le jeu auront compris très vite qu'il y aura de toute façon un ultime opus pour clôturer la trilogie. Donc, on espère qu'ils vont pas recycler encore une énième fois le même type de gameplay et tout. De toute façon, on sera un peu obligé, mais ce que je veux dire, c'est que il y aura des limites. Et il faudra que Insomniac Games et Sony se fixent de nouvelles limites à atteindre pour avoir un opus ultime qui soit mieux encore que les précédents. Je dis pas que Marvel Spider-Man 2 a fait mieux que son prédécesseur, mais c'est vrai qu'il a eu quelques petites améliorations. Bon, de simplicité, je n'irai pas dire jusque là, parce que le jeu n'est pas spécialement facile, mais n'empêche que historiquement parlant, c'est vraiment magnifique. L'ambiance à New York, que ce soit de jour ou de nuit, le temps réel que propose ce jeu de par la puissance de la console aussi, hein, on sent bien que ce jeu a été développé et pensé pour la console la plus puissante du monde, ou l'une des plus puissantes du monde. J'ai pas envie de me lancer dans un débat avec les joueurs Xbox, puisque je suis joueur PlayStation.
Et PC, je suis un peu des deux, mais en tout cas, si je devais choisir une des deux consoles, je choisirais sans hésiter la PlayStation pour ses exclusivités et pour tout ce qu'elle offre. Mais ce Marvel Spider-Man 2 est alors je vais pas dire une prouesse technique, mais en tout cas, c'est un très beau jeu qui, pareil, s'inscrit dans une grande réussite de cette année 2023 en termes de gaming. Donc, je n'ai rien à ajouter de plus. Le troisième jeu, il s'agit de Dragon Quest Dai no Daiboken Infinity Strash. Alors là, on va commencer les choses qui fâchent. Test que j'ai effectué sur cette chaîne YouTube d'un énorme gâchis de Square Enix et de Bandai. Autant le dire, déjà primo. Commençons par la chose la plus importante, c'est que ce jeu n'a pas été distribué en version boîte, mais que en version dématérialisée. C'est l'un des premiers arguments qui fait que les gens ne se sont pas lancés dans cette aventure de Dai no Daiboken. Et la deuxième, c'est évidemment son gameplay daté d'il y a 15 ans et de son histoire qui ne va pas jusqu'au bout. Oui, Infinity Strash s'arrête à partir de Roche Démon, enfin il va jusqu'à Roche Démon et il s'arrête à ça, c'est le boss final, c'est la forteresse Roche Démon où Dai obtient son épée ultime en oricalque et ça s'arrête à là. Le jeu offre quelques possibilités, notamment le sanctuaire qui permet d'obtenir des cartes et d'améliorer la puissance des cartes, la puissance des sorts, etc. Mais je trouve pas ça très attrayant pour un nouveau mode de jeu. Alors je peux comprendre que ça fasse plaisir aux fans d'Infinity Strash et tout, surtout que le vrai boss final, en tout cas si on va jusqu'au bout du sanctuaire, c'est le roi, le roi démon Vern, hein, qui n'apparaît pas du tout dans le jeu, hein, il est vite fait mention de lui, mais il apparaît qu'après Roche Démon. Donc de l'avoir comme boss ultime du jeu, si vraiment tu as l'envie d'aller jusqu'au bout et de le faire à 100% et d'aller chercher le 100% du sanctuaire, tu auras comme boss final du sanctuaire à affronter le roi démon Vern. Mais sinon, ce n'est pas spécialement nécessaire de faire le sanctuaire, tu peux le faire vite fait histoire d'améliorer quelques cartes, donc améliorer les stats de ton perso, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt niveau gameplay. Alors à un moment donné, si ça en aura un petit peu, puisque tu te retrouveras bloqué parce que ton perso aura pas le niveau nécessaire et tutti quanti, tu devras aller un peu farm sur les missions secondaires et tout, mais le jeu est... En tout et pour tout, en vrai, il fait une dizaine d'heures et c'est tout, quoi. Après, tu le ranges dans sa boîte, tu n'y rejoues plus jamais. Moi, je l'ai acheté en version boîte, hein, pour ceux qui ont vu mon test, j'ai acheté la version boîte japonaise. Donc j'ai fait une importation en version Jap, mais comme il n'y a pas comme nos consoles ne sont pas zonées, je mets le disque japonais dans ma console française, le jeu se mettra automatiquement en français. Donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. C'est pour ça d'ailleurs que la première chose que les gros fans de Dai et que les gros comptes d'influenceurs qui connaissaient la parade pour avoir le jeu en boîte ont tout de suite relayé. Vous pouvez acheter le jeu en boîte, le faire importer sur Amazon Japon ou sur des sites tiers. Puis c'est pas comme si la licence Dragon Quest avait quand même du mal à s'insérer en France, que l'un des opus dont on parlera tout à l'heure, Dragon Quest 11, a suffisamment marché, mais que les fans hardcore de Dragon Quest continuent à essayer de faire connaître la licence, et que Dragon Quest, ce n'est pas si connu que ça en France. Et c'est malheureux. Et ce Infinity Strash, quand bien même il s'agisse d'un produit dérivé, n'apporte rien de supplémentaire et ne rend pas hommage à la licence. Ils ont fait le strict minimum, et ils ont mis vraiment le strict minimum en termes de moyens et de technique et de gameplay, que ce jeu en est triste. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Voilà, les arguments, je sais, sont les mêmes que la version, que ma vidéo test, mais en même temps, que j'ai joué aux 3 premières heures de jeu où je l'ai fini complètement, ce jeu n'offre rien de supplémentaire, j'en suis ressorti, j'en suis pas ressorti avec le sourire de ce jeu. J'étais même plutôt content de le finir et de passer à autre chose. Je vous le cache pas, vraiment, c'est mon sentiment, c'est enfin c'est fini, je peux jouer à autre chose. Je peux passer au jeu suivant. Parce que franchement... c'est pas un jeu que je remettrai dans ma console demain, ni après-demain, ni dans 6 mois, ni dans 1 an. Le prochain jeu, il s'agit de Naruto Storm Connection, donc le dernier test que j'ai effectué sur cette chaîne YouTube en fin de mois de novembre. Et pareil, ce jeu a fait le tour du globe. Et des centaines de sites de jeux vidéo sont unanimes sur ce point-là. Ce jeu est une véritable déception sur pas mal de points, notamment sur son mode histoire, mais surtout sur son histoire originale, sur son histoire inédite, qui est la seule nouveauté de cet opus. Et je peux comprendre, parce que ça a été ça a fait un peu de bruit aussi, que
que ce soit les notes fournies par les sites qui étaient un petit peu abusées et tout, quand bien même je mettrais à peu près ce même type de notes, c'est-à-dire le jeu je lui mettrais pas en dessous de 10, mais je lui mettrais pas un 15, je lui mettrais pas un 14, je lui mettrais à la limite un 11 ou 12 sur 20, c'est tout ce qu'il mérite pour les nouveautés qu'il apporte. L'histoire originale, au moment du test, je ne l'avais pas encore complètement commencé, j'avais fait vraiment que le premier combat, et après avoir fini cette histoire originale, et après ce que les gens ont pu dire aussi, c'est que ce jeu en vérité, il n'est qu'un jeu de transition pour un futur Storm 5. Puisque oui, ce jeu, Storm Connection, à la base, de ce qu'on savait et des rumeurs qui avaient circulé à ce sujet, il devait s'appeler Ultimate Ninja Storm 5. Mais il existe des opus qui s'appellent Storm Revolution, ou je sais plus trop lequel, etc., qui sont des opus de transition entre Storm 2 et Storm 3 et Storm 4 et ce jeu-là, ou je sais plus trop quoi. Je crois entre Storm 1 et Storm 2, ou Storm 3 et Storm 4, bref, il y a eu des opus de transition. Et en fait, ce Storm Connection est à nouveau un jeu de transition avant un peut-être futur Storm 5, qui donc se concentrerait peut-être sur Boruto. Moi j'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt derrière ces jeux-là, surtout qu'on nous les fait payer plein pot 60€ pour juste une histoire qui fait 5 heures, parce que oui, l'histoire originale doit se finir en long, en large et en travers en moins de 10 heures. Cette histoire originale est bien. Franchement, j'ai bien aimé l'histoire avec Nanashi. Franchement, le personnage de Nanashi m'a beaucoup touché. Je vais pas dire que j'ai eu les larmes aux yeux à la fin de l'histoire originale, mais c'était une très bonne idée. Et cette histoire originale, cette histoire spéciale pourrait être un filler, pourrait même être une partie intégrante du manga Boruto. Je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Je sais que je vais me faire attraper dans tous les sens par les fans de Boruto qui ont peut-être pas aimé cette histoire inédite, mais je trouve sincèrement que par tous les messages qu'elle véhicule, que ce soit le personnage de Nanashi, de revenir sur les origines des Uchiwa pendant la guerre contre les Senju, la première grande guerre ninja qui a unifié par la suite les clans Senju et Uchiwa et qui ont amené à la création de Konoha avec Hashirama et Madara. Je trouve ça trop cool d'avoir pu revenir sur ces points-là et d'avoir pu intégrer un personnage qui en fait a subi des trucs, qui a été scellé, puis qui est revenu dans notre présent, qui a donc été récupéré et utilisé comme arme, et que Boruto soit le centre de cette histoire, qui comprenne Nanashi, cherche à comprendre ce qui s'est passé, que Naruto soit possédé, que le monde des ninjas reparte quasiment sur une 5e grande guerre, que tout ça soit amené encore aux Uchiwa. Alors vous allez me dire encore des Uchiwa, enfin je préfère encore que ce soit des Uchiwa que des Otsutsuki, parce que les Otsutsuki c'est bon, on en bouffe à toutes les sauces. On a eu le droit à tous les Otsutsuki possibles et imaginables, que ce soit dans le manga ou dans les fillers de l'anime Boruto, c'est bon. Et si vous avez l'occasion un jour d'avoir le jeu un peu moins cher sur les stores de vos consoles respectifs et tout, et que vous voulez voir un petit peu ce que ça vaut, il y a les 12-13 nouveaux personnages qui sont sympas à jouer et tout, mais sinon voilà, parce que j'ai vu des gens dire ouais, ils ont peaufiné un peu le gameplay. Non, ils ont rien peaufiné du tout. Sur les 120 personnages, allez, à la limite, les 110 personnages qui étaient déjà disponibles, ce sont les mêmes gameplays depuis 10 ans. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Les seules nouveautés de gameplay qu'il y a, ce sont les nouveaux personnages qui ont été intégrés au jeu, c'est tout. Il n'y a aucune nouveauté de gameplay, à part les nouveaux persos qui ont été mis à disposition. On a Indra, Azura, on a tous les persos de Boruto, etc. Mais sinon, c'est tout. Il n'y a rien de nouveau en fait. Tous les personnages se jouent de la même manière qu'il y a 10 ans. Donc non, le jeu n'a rien de nouveau à part son interface qui a été mise à jour, c'est tout. Et le jeu est d'une facilité déconcertante. Donc non, le jeu n'a rien de nouveau. Je suis désolé, je m'en excuse, mais le jeu n'a rien de nouveau. Ok ? On peut passer à la suite. Le DLC de Tale of Arise, Beyond the Dawn. Je ne m'attendais pas du tout à une annonce d'un DLC. Personne, de toute façon, ne s'attendait à une annonce d'un DLC, surtout que quelques années auparavant, après la sortie du jeu et que tout le monde l'ait fait, les producteurs et le réal du jeu, il me semble, avait annoncé que non, il n'y aurait pas de suite à Tale of Arise et qu'il travaillerait sur un nouvel opus. Et force est de constater que 3 ans après, parce qu'il me semble que le jeu est sorti en 2019 ou 2020, non, 2021 il est sorti, donc 2 ans après, excusez-moi, il est sorti en 2021, Tale of Arise, donc 2 ans après, ils sortent un DLC qui est la suite directe du scénario principal. Oui, Beyond the Dawn est la suite directe du scénario principal, le DLC se finit en 5 heures, en ligne droite. Voilà, c'est pas long, le DLC est à 30€, finir le DLC en 5 heures en ligne droite, c'est pas ouf.
mais sinon l'histoire est ouf. Voilà, d'avoir pu retrouver Alphen, Shion, tout le monde, hein, Duralim, etc., etc. J'ai pas tous les noms qui me reviennent en tête, parce que voilà, je l'ai fini en 5 heures, je l'ai remis dans sa boîte, au revoir, terminé, ça dégage. Mais sinon, j'ai passé un bon moment sur ce DLC et je recommande aux gens de le faire. Maintenant, les tests ont été aussi unanimes sur ça, bah, c'est que le jeu n'apporte rien, même si en fait la carte n'a pas bougé. C'est la même carte que le jeu principal. Alors, on est sur un menu différent. C'est pas genre vous rentrez dans le jeu, vous parlez à un PNJ, ça déclenche le truc. C'est vraiment un menu différent qui affiche du coup le nom de Beyond the Dawn. Vous lancez une nouvelle partie. Ça ne prend pas en compte malheureusement votre équipement que vous avez gagné dans le jeu, mais ça vous remet systématiquement, ça vous met en tout cas au niveau pour affronter les monstres de ce DLC. Donc en l'occurrence, moi j'avais fini à peu près le jeu principal au niveau 50. Ça vous met au niveau 65. Voilà, ça vous met directement au niveau 65, ça vous supprime tous vos équipements, vous gardez que l'équipement de base que Alphen est censé posséder à la fin du jeu en tout cas. Donc sinon, voilà, je trouve l'histoire très sympa, l'histoire de la jeune fille qu'on doit protéger et qui nous rejoint dans notre groupe est franchement très sympathique aussi. Maintenant, voilà, je peux comprendre que avoir un DLC si court, même s'il y a pas mal de quêtes secondaires, puisse rebuter par rapport au prix, surtout qu'on nous prend un peu pour des pigeons quand on paye un DLC à ce prix là. Maintenant c'est la première fois que je joue à un DLC, outre Naruto Sound Connection, qui est un gros DLC à 60€, mais acheter un DLC c'est la première fois que je le fais, ce sera probablement la dernière, parce qu'il faut pas nous prendre pour des abrutis. Si c'est la suite du scénario principal, je veux bien, si c'est un jeu que j'ai apprécié, et qu'on nous dit, oui, ce DLC est la suite directe. Surtout que oui, ce DLC, du coup, je reviens là-dessus, est la suite directe qui se passe 1 an après la fin du jeu. Donc on a la carte, bon, on n'a pas 50 trucs nouveaux, mais on a 2-3 petits trucs à visiter, des donjons, etc., qui n'offrent pratiquement rien. Les environnements sont jolis, mais sinon c'est tout. Mais voilà, je peux comprendre que ça rebute, et moi-même ça ne me forcera peut-être pas à acheter d'autres DLC si jamais j'ai envie de continuer un scénario principal ou quoi. J'y réfléchirai à 2 fois avant d'acheter un scénario si le jeu ne m'a pas plus que ça. On va passer rapidement au jeu. Alors ça c'est des jeux que j'ai fait en cours d'année. Dragon Quest 11, je vous ai fait une grosse vidéo dessus, donc je vous ramène plus vers cette vidéo là, puisque j'ai fait une grosse vidéo dessus dont je vous parle de mon avis sur l'histoire, sur les personnages, sur l'ambiance, sur la qualité graphique aussi du jeu, puisque ce Dragon Quest 11 est, on va dire, le plus joli des Dragon Quest à ce jour. C'était mon premier Dragon Quest dans ma vie que j'ai fait, et j'ai commencé par le plus beau des Dragon Quest. Donc franchement, je n'ai rien de spécial à dire. Je l'avais vu depuis un bon moment, et j'ai attendu qu'il soit à un prix assez raisonnable pour me lancer là-dessus, puisque je connaissais que de loin avec Dragon Quest Daino Daiboken la licence, la vraie licence, puisque la quête de Dai n'est qu'un dérivé de la licence, et je n'avais jamais joué à un vrai Dragon Quest de ma vie, et l'ambiance du jeu est juste trop belle. Le jeu est beau, le gameplay est vachement sympa. Je suis pas un gros fan du tour par tour, ça vous le savez, mais le jeu est vraiment beau, le scénario est vraiment beau, il tient ses promesses de par sa DA, de par l'histoire qui touche chaque personnage, de par les environnements, de par le côté dark que prend le jeu à un moment donné. Franchement, je dois avouer que pour avoir joué quasiment une 50aine d'heures, c'est un jeu qui tient bien ses promesses, qui les tient jusqu'au bout, et franchement, je dis bravo à Square Enix pour ce jeu, parce que vu le ratage interstellaire qu'a été Infinity Strash, fort heureusement les jeux principaux Dragon Quest ne sont pas touchés, et j'ai très hâte de voir ce que donnera le futur Dragon Quest 12 qui est déjà annoncé depuis un peu plus d'1 an et qui est toujours en cours de développement, et il y a de très fortes chances que je joue à ce futur Dragon Quest 12 quand il sortira sur PlayStation 5. Sakura Wars, certains ont forcément peut-être entendu parler de ce jeu, puisque les chara designs ont été réalisés par le mangaka de Bleach. Oui, les designs de ce jeu ont été réalisés par l'auteur de Bleach, et ce jeu a été dérivé, il me semble, en série d'animation, et en fait ce jeu Sakura Wars est la suite directe d'une série
de manga qui s'appelle Sakura Wars aussi, et qui raconte ce qui se passe dans le passé. Donc on joue des personnages, etc. Il y a même une série animée qui s'appelle Sakura Wars, et ce jeu vidéo Sakura Wars est la suite directe de la série ou du manga qui est sorti dans les années 80 ou 90, et donc ce jeu est la suite directe qui se passe dans le futur. Donc les personnages, bon, la directrice de l'école qu'on rencontre, la secrétaire, etc. sont les personnages qu'on voit, ce sont les lycéennes que l'on voit dans la série d'animation et le manga Sakura Wars qui est sorti il y a 20 ans. Et ce jeu en est la suite directe. Moi qui n'ai pas vu ni entendu parler avant ça de ce jeu Sakura Wars, ni de ce qui s'est passé avant pour mieux comprendre le scénario, etc. Je l'ai fait en ligne droite, franchement c'est sympa, c'est pas le jeu de l'année, hein, on va pas se le cacher. Scénaristiquement, on jonche entre un espèce d'érogué, puisque oui, il y a plusieurs filles, en fait on est un chef d'escouade, hein, plus précisément on est un chef d'escouade, et on a à notre charge 4 ou 5 filles, il me semble, et le jeu nous offre la possibilité de nous rapprocher de l'une de ces filles pour avoir une fin différente. Car oui, le jeu offre plusieurs fins différentes, alors des fins toujours, on va dire toujours heureuses, mais en cours de jeu, vous pouvez choisir de vous rapprocher de l'une des filles, et à la fin du jeu, vous finissez avec elle, hein, tout simplement. Soit vous vous mariez avec, soit vous vous mettez simplement en couple avec une d'entre elles, ou bien vous avez une relation amicale, puisqu'il y a une loli, donc on va se calmer tout de suite. Mais on a une samouraï, on a une ninja, on a une fille qui adore lire, on a une meuf qui utilise une grosse massue, voilà. Bref. Et saupoudré de combats de robots. Oui, parce que oui, les filles utilisent des robots pour se battre. Donc on a plusieurs attraits de gameplay entre la visite de la ville et les combats en robots qui sont vachement sympas. Tales of Vesperia. Oui, ce n'est pas le seul Tales que j'ai fait cette année. Alors je l'ai fait après Arise, Vesperia. C'est donc le remake de Vesperia, puisque Vesperia est sorti il y a plusieurs années. Et donc il est sorti un remake sur console. C'est un Tales of que j'ai mis beaucoup de temps à jouer, puisque ce jeu est incroyablement long. Oui, le jeu est hyper méga long, sa mère. C'est un vieux Tales, donc on est vraiment en forme un peu chibi et tout, mais c'était sympa. Je dirais pas que c'est le meilleur Tales auquel j'ai joué, puisque j'ai fait d'autres Tales dans ma vie, hein, notamment Tales of Zestiria et Berseria, dont je vous ai peut-être parlé l'année dernière, il me semble. Mais Vesperia, c'est un jeu qui était vachement long. Franchement, les Tale of, en règle générale, sont assez longs. Ils se font entre une quarantaine et une cinquantaine d'heures. Et ce Tale of Vesperia est pareil, quasiment aussi long. Et l'histoire entre les différents personnages, alors j'ai pas... les noms ne me reviennent pas comme ça. Estélise, qui est donc l'héroïne du jeu, qui est la princesse du royaume, est franchement sympa. Le héros, c'est pas le meilleur héros de la Terre, c'est un héros un peu blasé, qui en a un peu rien à foutre, il donne l'impression de pas ressentir grand chose, ni de comprendre les sentiments des autres, mais c'est un personnage qui au final est très profond, et très sympa. C'est pas le meilleur héros de tous les Tales auxquels j'ai joué, mais Vesperia était un jeu sympa. Pas le meilleur Tales auquel j'ai joué, mais l'ambiance était franchement sympa. Le jeu est resté cohérent dans son scénario, et le petit groupe était sympa aussi. On nous a offert un peu tout ce qui était possible et imaginable en termes de personnages, humains, elfes, ce que tu veux, bref. On a eu tout ce qui était possible, et puis c'est un monde ouvert, puisqu'on peut se balader sur la carte. C'est un très grand jeu. Franchement, je suis surpris, et j'ai passé un bon moment dessus. Kill la Kill IF, alors je sais plus exactement ce que ça veut dire Kill la Kill IF, le diminutif d'IF en tout cas, j'ai pas la ref, mais c'est un jeu très moyen. Alors c'est un jeu que j'avais depuis très longtemps, mais que j'avais jamais fini. J'avais quasiment fini, il me semble, la première histoire, celle alors je sais plus si c'était celle de Ryuko que j'avais fini, ou si c'était celle de Satsuki. Je sais plus laquelle des deux, parce qu'il me semble qu'on est obligé de commencer par celle de Satsuki au début, mais après celle de Ryuko n'offre pas plus de suppléments. Alors il s'agit d'une histoire alternative à la série télé Kill la Kill, hein, ce n'est pas le scénario de l'anime qui est pris en compte, ni du manga, mais il s'agit d'une histoire originale, d'une fin originale, donc d'un scénario original, qui est en fait un rêve de Satsuki. Tout ne se passe que dans la tête de Satsuki, et à la fin du jeu, on revient sur les événements du manga. En fait, c'est comme si Satsuki avait fait un très long rêve, dans lequel elle s'était imaginé autre chose,
et où nous on vit cette aventure, on vit ce scénario original, on vit cette situation inédite qui n'existe pas du tout. Niveau gameplay, c'est juste de la grosse chiasse. Le jeu n'est pas ouf du tout. Hein. C'est juste taper avec 3 boutons et trois skills différents. Mais sinon, c'est juste de la grosse merde. Je suis désolé, les cinématiques, ça pue la mort. Ce jeu, c'est vraiment le strict. J'ai l'impression qu'ils ont mis genre 1000 balles sur la table. Ils ont fait, vas-y, on va faire un jeu vite fait kill la kill là. Alors, ça ressemble beaucoup à ce que Trigger est capable de faire en termes de style graphique et tout. C'est fidèle. Surtout qu'on a les musiques de l'animé aussi dedans. Mais sinon, c'est... Alors, plus minimum que ça, tu crèves. Hein. Franchement, les cinématiques, c'est le minimum de chez minimum. Ils se laissent jouer. Je sais, les fans de Kill la Kill vont se jeter dessus et vont me tirer dessus en mode t'exagères, le jeu est pas si mauvais que ça. Le jeu est pas mauvais, mais genre, c'est vraiment le moindre effort possible qui a été fait en fait sur ce jeu. Mais sinon, il reste sympa. Hein. Il reste très sympa, mais c'est pas un jeu auquel je rejouerai... demain, ni après-demain, ni encore une fois dans 8-10 ans, peut-être que je me remettrai dessus en mode ah c'était sympa, j'y avais joué une fois, là je sais pas, je crois que je l'ai viré, genre dans la seconde où je l'ai terminé, je l'ai supprimé de la console, vraiment, je crois que j'avais dû l'acheter 2€ sur le store. Finissons cette vidéo avec les 2 jeux que je n'ai pas fini, que j'ai encore sur la console et qu'il faut que je finisse. Seilan Gakura. Alors me demandez pas ce que c'est, si c'est un manga, si c'est tiré d'un manga ou quoi. Nous jouons des filles ninja. Voilà, ne me demandez pas c'est quoi le scénar. Je sais qu'il y a 2 camps, donc on a un Japon Est, un Japon Ouest qui s'affrontent. Alors, en tout cas, on a deux écoles différentes de ninja et nous jouons une héroïne qui est d'un côté. Puis on peut jouer un autre scénario où on joue les autres de l'autre école et on finira certainement par s'affronter à un moment donné. Mais bref, c'est saupoudré avec un peu de fanservice puisqu'on peut foutre les meufs à moitié en maillot de bain ou en soutien-gorge. Quand on saute un petit peu et que on fait bouger un peu la jupe, on voit dessous ou la culotte. Bref, c'est les jeux typiquement japonais, on se prend pas la tête. J'avais vu vite fait qu'il était pas trop cher, donc je me suis dit tiens, voyons voir ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut le coup ? Niveau gameplay, je dois avouer que je suis sacrément surpris de ce que ça vaut, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, je le finirai un jour. Tant qu'il sera sur ma console et que j'aurai un petit œil comme ça, vite fait, il est tout à droite, hein, je scroll avec le joystick sur la console. Tiens, j'avais essayé Rengakura qui était inscrit, qui était installé sur ma console, faut que je le finisse, je le finirai, vous inquiétez pas. Et le dernier, dont j'ai fait un test sur la chaîne YouTube, il s'agit de Sword Art Online Last Recollection. Je ne l'ai pas relancé depuis que j'ai fait le test. Non, je l'ai relancé vite fait, j'ai fini l'introduction du jeu dans laquelle je me rends au palais d'Obsidia. J'ai lancé la quête principale, la vraie quête principale en tout cas, puisque le début du jeu c'était de se rendre avec la nouvelle héroïne du jeu jusqu'au palais Obsidia pour rencontrer négocier avec le Dark Territory. Une fois que ça a été fait, j'ai remis le jeu dans sa boîte et puis je me suis intéressé à autre chose puisque bah vous savez, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il y a Naruto Storm Connection qui est sorti entre temps. Il fallait que je finisse le DLC de Tale of Arise, donc j'ai vraiment laissé Sword Art Online Last Recollection de côté. C'est pas le meilleur jeu de la terre, niveau gameplay c'est quasiment une honte, il fait pire que ses prédécesseurs. Scénaristiquement parlant, je peux pas encore me prononcer puisque bah j'ai pas encore fini le jeu, hein. C'est seulement quand je l'aurai fini que je pourrai vraiment me prononcer et avoir un avis plus objectif que ça et avoir un avis complet dessus. Mais je pense que ça fera comme son prédécesseur, comme Alicization Lycoris. Alicization Lycoris que j'ai mis 2 ans à faire. je le cache pas, il est resté 2 ans installé sur ma console, sur mon PC, si je l'avais sur PC, avant que je le finisse pour de vrai. Quand je me déciderai à avoir vraiment le déclic de me dire ok, ce jeu ça fait longtemps que je l'ai, faut que je le finisse. Je le finirai quasiment d'une seule traite. Je ne rigole pas, quand je me suis mis à faire Alicization Lycoris, je l'ai fait quasiment en 3-4 sessions. Je l'ai torché pour le finir. Et je pense que ce sera pareil pour ce Last Recollection, que je mettrai un jour dans ma console en me disant faut que je le finisse maintenant. Je me mets une semaine non-stop dessus, mais je le finis. Même si ça doit me prendre... même si je dois jouer 3 heures d'affilée, parce que je me faisais que des petites sessions d'1 heure, là je me mettrais à jouer 2 ou 3 heures d'affilée, mais je le finirai en une semaine d'affilée. Et il faudrait que je le fasse. Parce que sinon il va traîner encore pendant 3 ans et j'ai pas envie d'attendre 3 ans pour le finir, quoi. Surtout qu'il y aura certainement d'autres jeux qui sortiront entre temps, dont je le relaisserai encore de côté. Parce que je me mettrai sur des opus qui méritent plus de mon temps que ce Last Recollection. Malgré que je sois un fan de SAO, ce jeu n'est pas ma priorité première. Voilà, je le dis. Je préfère encore jouer à FIFA que ça. J'ai été vendu FIFA 22 pour acheter FC 24.
et je vais jouer pendant probablement plusieurs mois à FC24 avant de me dire tiens mais c'est vrai j'avais Last Collection, faudrait peut-être que je le fasse. Ça fait un peu chier, je l'ai payé 60 € pour pas y jouer. Il faudrait que tu fasses quelque chose Bruno là, il faudrait que tu te bouges le cul quand même. Hein. Voilà, surtout qu'il y a d'autres jeux qui vont encore une fois sortir entre temps, donc il faudrait que je me donne la motivation de le faire. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère que vous vous êtes bien posé sur votre canapé, sur votre lit, dans votre lit, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, que je vous ai pas trop emmerdé avec mes trucs perso, et alors que vous en avez rien à foutre de mon avis, ça se trouve, c'est pas le genre de vidéo surtout qui vous plaise le plus sur la chaîne, mais j'espère en avoir captivé certains d'entre vous, c'est ce que j'essaye de faire le plus sur cette chaîne, essayer de rester captif envers mon public et de continuer à captiver le plus possible mon public. Mais je sais que tous les sujets de vidéo n'intéressent pas tout le monde. Mais en tout cas, pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, merci beaucoup. Merci de mettre aussi un pouce bleu. Voilà, je vous le dis. Maintenant que vous êtes restés jusqu'au bout, allez, faites l'effort jusqu'au bout. Faites pas chier. Hein. Mettez un pouce bleu et barrez-vous maintenant. Voilà, allez, je peux vous voir. Cassez-vous. Merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.